Bonjour à tous. Donc, nous lançons le premier webinaire du projet Interact Grâce, qui en fait vise à valoriser le tout premier projet d'éducation artistique dédié aux arts numériques que nous avons mené dans le cadre de ce projet européen, dont on va dire quelques mots. En fait, c'est un, voilà, un format tout nouveau relié au projet qu'on pourra retrouver en ligne sur le site internet interreggrace.eu. Donc, le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de parler du projet de création Blackout in Variation, dont les représentants sont présents avec moi à l'écran. Donc, pour qu'il y ait un projet de création et d'éducation artistique, il faut bien sûr des artistes, donc qui sont présents avec nous aujourd'hui, et puis des publics pour les accueillir. Et donc, on a aussi les représentants aujourd'hui. Donc, un petit tour d'écran pour commencer. Voilà, donc Sabrine, est-ce que tu peux, voilà, tu peux te présenter un petit peu ton travail avant de parler aussi hein, du projet, mais on va vraiment parler des artistes. Donc voilà, présenter ton travail. Tu as donc conçu la pièce Blackout aussi. Donc voilà, quelle est ta formation à toi? Quel est ton passé artistique avant d'arriver à ce projet? Bonjour, merci beaucoup Élise. Alors moi j'ai une formation aux arts décoratifs de Paris en graphisme et multimédia à la base. Et donc j'étais déjà intéressée par des formes pluridisciplinaires qui engageaient pas mal le corps. Et après 2, 3 années de travail pour beaucoup d'institutions culturelles, notamment là où j'ai rencontré aussi Romain, j'ai en fait eu envie d'aller plus loin dans ce travail de corps. Et donc, j'ai repris en parallèle des études au cours Florent, où j'ai rencontré l'équipe qui constitue le collectif 804 et où j'ai conçu aussi, en tout cas, la première version avec eux de Blackout. Voilà. Et du coup, donc le collectif 804, donc puisque tu l'as co-créé, peut-être dire aussi qui en sont les membres, quels sont Oui. vos premiers projets aussi. Alors, les membres, je vais essayer de les dire dans l'ordre. Il y a Alice Acoma, Claire Choquet, Carmen Bordet-Sevilla, Théo De Pasquale, Ruben Ouais. Lemonnier, Margot, bon après les noms, voilà, Margot Jeannet et j'ai oublié Il une y a personne. Il y a Sarah. aussi Sarah aussi, mais Sarah, en fait, elle était au cours Florent musique et je l'ai rencontrée également pour le projet, et Estelle Florin, Voilà. pour le projet de Blackout, qui est finalement le premier projet qu'on a monté vraiment tous ensemble. C'est un projet qui nous a rassemblés et qui a créé le collectif 804 en fait. Et donc Blackout, on en parle voilà, dans quelques instants. Et peut-être on peut. Donc tu as dit, j'ai rencontré Romain dans des institutions culturelles. Donc du coup, Romain, voilà, à toi de te présenter. Alors moi, je suis... il y a une très grosse sirène juste derrière moi On l'entend pas, donc ça qui est va. en train de s'éloigner. Ok. Alors moi, je suis compositeur et designer sonore. Donc je viens du monde de la musique. En fait, j'ai commencé par des études de musicologie et d'écriture musicale, vraiment conservatoire. Donc là, c'était très low-tech. Il fallait écrire des notes sur des partitions plutôt. Et puis, j'ai découvert en fait en même temps que la composition contemporaine, la composition acousmatique, donc comment on compose avec des sons qu'on enregistre. Qui peuvent être autant des sons musicaux, qui sont joués par des instruments, que des sons qu'on va trouver dans la vie de tous les jours. Et du coup, à partir de là, donc, je me suis tourné aussi pas mal vers le design sonore. Et donc, je travaille comme designer sonore. Donc, je compose de la musique et je fabrique du son pour divers médias. En général, c'est des projets qui sont très pluridisciplinaires, puisque c'est souvent des installations, des scénographies, des objets interactifs. Là, en l'occurrence, une pièce de théâtre. Mais du coup, voilà, c'est des projets qui mettent en général en jeu plusieurs disciplines créatives en même temps. Et du coup, moi, j'apporte ma pierre en général à l'édifice par la création de musique et de son.
Et donc, voilà, j'ai fait pas mal d'installations. Et là, c'était donc quand Sabrine est venue me voir, c'était la première fois que j'allais travailler justement sur une pièce de théâtre. Et donc, c'est un projet qui est très, très intéressant. Enfin, on en parlera peut-être un petit peu plus après, mais parce qu'on est vraiment sur le mix vraiment entre le travail de studio et puis l'art vivant. Et dans ce projet Blackout, il fallait aussi des artistes visuels capables voilà, de travailler le mapping ou travailler des visuels sous dôme. Et donc là, c'était des Axis Mundi qu'il fallait mobiliser. Donc du coup, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Puis on peut dire aussi quelques mots de Katmak avec qui tu as travaillé un petit peu et qui fait partie pleinement de ce projet de création. Oui, alors je me présente, Guillaume, des Axis Mundi. Donc, je suis français, mais basé à Mexico depuis, on va dire, 9 ans quasiment. Et, et je suis, on va dire, développeur créatif. C'est un peu un gros mot pour dire que je développe un peu des choses interactives avec du code créatif, mais le côté un peu, pas trop austère, le côté un peu plus, ouais, plus fun, on va dire. Mais à audiovisuel, c'est-à-dire j'ai de la musique, j'ai étudié le cinéma, après je suis passé à l'image un peu plus digitale et interactive grâce à des logiciels, on va dire open source, etc. Et j'ai appris, en fait j'ai quitté mes études de cinéma et je suis parti dans le mapping, on va dire, en gros, directement. Et j'ai appris comme ça, avec les projets, je connaissais rien à rien de programmation de cet univers. Et on va dire avec les années, je suis arrivé jusqu'à Constellation, à faire un dôme. Et Katmak aussi, qui était mon binôme, on va dire, pour la création des visuels pour cette pièce aussi. On se connaissait un peu d'avant, on va dire le milieu un peu de l'art génératif, visuel, etc. C'est pas non plus très, très énorme, on va dire. On se connaissait déjà notre travail respectif, etc. Et personnellement, on s'est retrouvés sur ce projet complètement par hasard. J'avais déjà fait Constellation, moi, quelques années avant, avec des projections d'images fixes. Et comme Constellation sait que aussi, je suis un peu dans les dômes, etc., les projections immersives. Donc, du coup, ça a été l'occasion. Ils m'ont recontacté pour pouvoir essayer de donner ma petite touche à ce projet un peu hybride, comme on va le voir. C'est-à-dire un projet quand même qui n'est pas que du dôme, que du mapping, qui est un peu de tout, du théâtre, de la performance, de l'audiovisuel, etc. Donc, c'était un peu le but de cette œuvre. Le défi. Alors, eh bien, du coup, on repasse la parole aussi à Sabrine pour parler justement de Blackout, enfin Blackout in Variation, mais ah oui, voilà, la photo du collectif. Effectivement, on voit tous les membres que Sabrine a cités tout à l'heure, et puis donc nos 3 intervenants qui sont présents ici. Je crois que là, c'était la fin de résidence au mois de juin à Metz, effectivement, où on vous a accueillis. Donc, c'est une résidence organisée par la ville de Metz. Donc, la première partie a eu lieu au mois de mars sous un dôme de 8 mètres et la seconde, vraiment, donc voilà, sous un dôme de 14 mètres. Vous êtes revenu en juin pour préparer la version voilà, finale de l'œuvre. Et ensuite, cette œuvre elle a été présentée lors du festival Constellation de Metz cet été. Voilà, donc peut-être reparler du projet de création. Voilà, Sabrine, un petit peu, je vais faire défiler les images et puis tu vas un petit peu les commenter et je vais les faire défiler pendant que tu racontes. Avec plaisir. Effectivement, la photo de gauche, là, c'est vraiment, ça doit être une des premières fois où voire la première fois où on a réellement joué le spectacle. Donc, c'était un spectacle. Donc, le sujet, déjà, Blackout, se résume en une question assez simple, mais qui amène assez loin. C'est que feriez-vous si vous restez 1 heure à vivre? Tout simplement parce que le temps, de manière générale, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse depuis très longtemps. Et là, j'avais envie d'essayer d'explorer le manque de temps, justement pour aller chercher une forme théâtrale qui puisse en fait
sortir déjà, pas passer par le texte en premier, c'était voilà, essayer de mettre le spectateur, parce que c'est une pièce qui est là pour bouger le spectateur, donc voilà, avec les moyens dont je dispose et qui me plaisent, euh, pour ne pas passer par la tête, pas passer par la raison, mais passer par le corps. Donc, d'où cette question assez forte. Voilà, la pièce dure 1 heure, c'est l'heure qui va rester avant la fin. Après, cette fin, évidemment, chacun la voit comme il veut, fin fiction, fin réelle, fin du monde, etc. Mais c'est une fin. Et donc, on a exploré pendant 6 ou 7 mois, à travers, en s'aidant beaucoup de la musique, des expressions corporelles, des expressions de corps, dans quelle position, en fait, ça nous met cette question de la fin, déjà intimement à soi, en soi, et puis collectivement aussi. C'est deux choses qui sont à la fois dans les ateliers, mais à la fois dans ce projet et dans d'autres projets qui sont vraiment des moteurs dans mes réflexions, c'est-à-dire comment on peut être à la fois dans soi, c'est-à-dire dans son intimité propre, dans son histoire propre, et à la fois raconter aussi une histoire collective et, euh, et la raconter voilà, par le groupe, par le corps, parfois par les mots, parce qu'à la fin, il y en a quand même besoin, pour essayer d'aller vers, de décaler un petit peu notre vision des choses, notre vision du monde. Et qu'est-ce qui Donc, t'a intéressé après dans l'idée de faire évoluer le format? Je danse sous un dôme qui est une forme assez particulière. Qu'est-ce qui t'a intéressé aussi dans la forme dôme elle-même? en fait, le dôme, il était parfait quoi, pour ce projet, dans le sens où, dans ce projet, mais dans d'autres projets que j'ai pu avoir aussi, performatifs, voilà, il y a toujours eu cette envie, en fait, d'être dans une relation au public qui ne soit pas une relation frontale. D'inclure vraiment le spectateur dans la réflexion. Et donc tout le travail du passage au dôme, c'était vraiment une joie ensuite de pouvoir travailler avec des Axis, Catmac et Romain. Bon voilà, on avait pu travailler, mais je te laisserai expliquer la partie sonore. Donc en fait, moi, ce qui me plaisait dans le dôme, c'est d'exploser encore plus, d'explorer et d'exploser encore plus les moyens de raconter, en fait, d'aller encore plus de favoriser l'imaginaire, voilà, d'aller explorer avec plus de moyens ce concept-là. Et le dôme, en fait, il n'y a pas plus intime que dans un dôme, quoi. On est extrêmement pris. Et Romain, toi, comment tu t'es approprié, je ne sais pas si le terme est bon, mais voilà, tu es arrivé, la pièce existait déjà dans une certaine version, elle avait été écrite, composée, et voilà, qu'est-ce que tu as amené, qu'est-ce que tu as dû travailler, retravailler, adapter, voilà, en quoi ça a challengé aussi ton métier ou ce que tu fais? Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est la première fois que je mettais en son une pièce de théâtre. Donc, c'est quoi les particularités? Alors, on a travaillé, en fait, Sabrine est venue me voir avec déjà énormément d'idées. Elle avait il y avait un scénario, mais il n'y avait pas que un scénario, en fait. Donc, moi, je connaissais pas encore les acteurs et les actrices du projet. J'avais pas encore vu ou entendu ce à quoi ça pouvait ressembler déjà sans la musique, mais elle est venue me voir en fait avec déjà des envies, des ambiances, des moments à mettre en musique en fait. Et du coup, on a commencé à travailler par tableau, c'est-à-dire que chaque acte, chaque passage de la pièce, c'était un tableau musical sur lequel on a travaillé d'abord à distance, et puis après on s'est retrouvé le temps de résidence pour pouvoir justement confronter les premières idées musicales à la réalité de la mise en scène, à comment on fait interagir toute la partie sonore qui des fois prend le pas en fait sur le texte, qui peut être assez fort, qui doit être assez fort aussi pour entraîner les corps, et des moments où le texte doit prendre le dessus, doit prendre la narration. Donc on a travaillé vraiment là-dessus, après sur comment on met en adéquation
le son, la musique, le texte. Et puis, c'est une pièce en fait qui a évolué, en fait, qui a pas mal évolué au cours du temps, puisque à chaque fois qu'on se retrouvait pour de nouvelles résidences, on faisait aussi un peu évoluer la façon dont on mettait en musique, la façon dont on faisait le live aussi, puisque la pièce, avant d'être un format dôme, on va dire fixe, format un petit peu film, c'est un format live. Donc ça veut dire que la musique aussi, elle est jouée en direct. Il y a une interaction entre ce qui se passe au niveau du son et ce qui se passe sur scène. Donc il y a, en fait, à chaque nouvelle fois qu'on joue la pièce, elle évolue de toute façon un petit peu. Et puis là, arrivé dans le dôme, c'était deux nouvelles choses, on va dire. Euh, il y avait l'adaptation scénique, qui s'est faite. On a travaillé du coup avec un nouveau média, puisque ce qu'ont apporté Katmak et Guillaume, c'était vraiment aussi des nouvelles idées, une nouvelle interprétation de la pièce. Et du coup, ça pouvait aussi un peu challenger la façon dont on voyait, dont on appréhendait la façon de le jouer. Donc, il y a tout un acte, par exemple, tout le début de la pièce qu'on a réinterprété, que moi j'ai recomposé pour le coup. Tout le début de la pièce a été recomposé pour l'occasion, puisque on voyait qu'il y avait quelque chose qui marchait mieux comme ça. Et puis après, ça a été des ajustements aussi à l'image, des allers-retours, des choses sur lesquelles on a travaillé justement en direct aussi avec Guillaume et Katmak sur la façon dont le son et le visuel aussi faisaient sens ensemble, comment on arrivait à créer de l'immersion en fonction de ça. Et du coup, le dôme, ça a été aussi une nouvelle façon d'écrire la pièce. Ça a été un peu une réécriture. Donc la réécriture du live et puis la réécriture des 10 minutes, puisque là, ça a été un travail vraiment de euh, comment on fait pour, en 10 minutes, garder l'essence de la pièce. Comment on fait pour raconter quelque chose en réduisant par 5 ou 6 la durée totale de la pièce et en se privant du corps des acteurs, puisqu'ils ne sont pas là sur scène, ils ne sont pas là pour nous emporter. Par contre, on garde leur voix justement, et du coup, c'est par leur voix en fait qu'ils viennent habiter la pièce. Et du coup, ça a été aussi une réécriture à ce niveau-là, où on a fonctionné un petit peu comme une espèce de pièce radiophonique, c'est-à-dire que c'est une interaction entre de la voix jouée, de l'habillage musical, donc de la musique et de l'habillage sonore. Et du coup, on a fait interagir ces choses-là, et puis ensuite, on a fait des allers-retours avec la partie, avec les artistes visuels, justement, pour créer quelque chose qui soit un tout un petit peu homogène. Et donc, effectivement, c'est vrai que vous avez travaillé. Enfin, il y avait un grand défi. C'était effectivement rassembler des artistes qui viennent enfin, voilà, qui ont des pratiques, des outils très différents pour en fait, et le défi, c'était de créer ensemble finalement deux œuvres en une. Effectivement, jouer la pièce en 1 heure sous le dôme avec les comédiens, mais aussi en faire une version, voilà, une projection immersive de 10 minutes qui a été ensuite projetée tout l'été sous un dôme lors du festival Constellation de Metz. Et du coup, Guillaume, toi, comment tu as appréhendé voilà, ce défi de, il y a une pièce de théâtre, une histoire très forte, une question, voilà, qu'est-ce que vous faites s'il vous reste qu'une heure à vivre? Et du coup, bah voilà, comment mettre ça en image? Comment tu as appréhendé? Est-ce que c'était aussi ta première pièce de théâtre? Donc, raconte-nous un peu. Alors, je pense que Romain a pas mal dit, Mm. Comment vous pas avez mal comment travaillé? on peut Mm. synthétiser. Mais après, moi, je voudrais, par exemple, Romain, alors, on est arrivé là-dessus. Je connaissais un peu Catmac, je savais que visuellement, ça, c'est le truc aussi qui a pas mal aidé. C'est-à-dire que entre lui et moi, ça a été vite fait, c'est-à-dire savoir où on pouvait aller, où les deux, le style. Parce que, alors, le premier truc, ça a été de travailler avec le binôme visuel, ensuite audio, et après de la direction et les acteurs. Entonces, tout ça était nouveau, j'avais aucune idée.
j'avais lu le texte de Sabrine, etc. Et la première résidence, en fait, elle a été vraiment recréée. Ça a été vraiment un travail de réécriture, quasiment. On a mis des visuels, on a essayé de synthétiser, de voir qu'est-ce qu'on pouvait piocher, les tableaux, etc. Parce que c'est intense, hein, une semaine. Ça a été vraiment, c'est passé en 3 secondes. Beaucoup de travail pour tout le monde a vraiment, tu vois, Romain. Et moi, ça a été une sorte de essayer de trouver les points de connexion, tu vois, assez simple aussi. Et apporter aussi on va dire, mon expérience un peu de l'audiovisuel. Donc, du coup, la version de 10 minutes, et c'était vraiment le challenge le plus dur, je crois. Même si un live d'1 heure, c'est beaucoup de travail, mais la version de 10 minutes, comme elle partait d'un truc d'1 heure incarné, comme on disait Romain, et quitter tout ça, mais garder l'essence, justement, ça, c'était le point le plus difficile. Et je pense qu'on a réussi. Peut-être qu'il y a des fois, ça a échoué. Justement, en revoyant le live après, on se disait, ah, regarde, Ah ouais. ça évolue tout le temps. Comme la pièce de théâtre, je pense qu'elle évolue à chaque fois. Et le dôme, pareil, tu te rends compte que, là, on a le rythme, là, peut-être pas. Et pareil, ça a été beaucoup de répètes, beaucoup de voir up, les moments, tu vois, les passages, les tableaux, les moments, comment garder la tension, comment emmener le spectateur, etc. Et ça a été, et on va dire, au début, donc la version de 10 minutes et la version d'1 heure. Donc, à la base, c'était pas prévu que je vienne. Et moi, j'aime vraiment l'expérience live, en fait, plutôt qu'une vidéo qui joue. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien aussi ce qu'apporte parce que tu vas le jouer 2 fois, ça va jamais être pareil, 3 fois, jamais. Et en fait, l'expérience du public, elle est inégalable. C'est pas comme un film. Il y a vraiment un autre truc. Tu partages un truc. Là, c'est encore plus fou que le cinéma, parce que là, le cinéma, tu es assis, tu regardes, c'est frontal, là, t'es emporté, c'est immersif. Les gens, tu partages un truc. Et ce truc qu'on a réussi à créer, j'espère, et je pense, parce qu'avec les retours et même ce qu'on a ressenti nous-mêmes, ça a été un truc assez fort là, de pouvoir jouer cette chose-là vraiment en live complètement, que ce soit audiovisuel, et ça sentait que peut-être des moments, tu vois, c'était un peu comme ça, c'était pas parfait, parce qu'après, pour le temps qu'on avait, je veux dire, il y a encore un peu de travail pour que ce soit, tu vois, au cordeau, quoi, parfait, mais franchement, ça a été ça, et je pense ça a été assez simple en étant compliqué, parce que moi, j'ai connecté direct avec Romain, avec Sabrine aussi. Romain aussi m'aidait des fois parce qu'il connaissait mieux Sabrine, parce que c'est compliqué aussi la direction, comprendre ça, et toi, donc ça a été tout un travail on va dire, de modération entre comprendre qui veut, qu'est-ce qui va fonctionner. Entre moi, je savais qu'il y avait des choses peut-être qui n'allaient pas fonctionner. Eux, ils savaient aussi qu'il y a les parties de la pièce qui fonctionnent comme ça, donc peut-être pas trop les toucher. Or, garder cette. Donc, oui, Et, et je pense qu'il y et avait un surtout défi l'expérience live, aussi. moi, qui était vraiment, Ouais. qui est ce projet-là, hybride. Moi, je fais des dômes. En général, je les joue live, mais on va dire c'est audiovisuel. Et là, d'avoir aussi les acteurs en plus, le public qui participe, etc., ça, quand même, ça apporte c'est une autre expérience, la vérité, qui est difficile de reproduire ailleurs, la vérité. Mais c'est vrai que sur le dôme, si on peut parler aussi un tout petit aparté, mais sur peut-être les atouts et les inconvénients de cette forme. Effectivement, l'atout, c'est voilà, on était sous un dôme de 14 mètres, donc c'était 50 personnes, je crois. La jauge était de 50 personnes qui se mettent effectivement contre les parois, tout autour des comédiens. Effectivement, on passe à un moment assez particulier et on faisait en plus dans le dôme, on fait asseoir le public bon, voilà, sur des gros poufs qui sont par terre, à la limite sur des chaises. Mais voilà, le public est aussi très bas par rapport voilà, aux comédiens qui sont en contre-plongée. Il faut finalement être très bas et regarder vers le haut et partout autour de soi. Donc c'est vrai que même le public est de toute façon déjà emmené dans une expérience très particulière, donc du coup très forte. Et vous n'étiez pas trop de 3, 4 et même en fait 12 au total pour appréhender ce spectacle total à 360. Peut-être l'inconvénient du dôme aussi, c'est que on est dans le noir. Enfin, voilà, et en fait, quand vous étiez en train de travailler, vous étiez dans le noir. Et puis le son, en fait, est très particulier. C'est-à-dire que dans le dôme, on ne peut pas avoir une conversation comme on est en train de se parler là, parce que l'acoustique est extrêmement particulière. Et donc, du coup, je trouve que chapeau aussi d'arriver à travailler alors que paradoxalement, dans le dôme, on ne s'entend pas si bien. Enfin, en tout cas, faut être toujours
je crois, parler près d'une paroi pour être sûr qu'on vous entende bien. Mais si vous allez au milieu, la voix se perd, je crois. Non, vous l'avez un peu expérimenté? C'est Puis... vrai qu'on a presque l'impression que c'était pas du tout un problème, le Non, son. ok, vous avez bien sorti alors. Mais en fait, c'était un défi, c'était un vrai défi. Enfin, c'est super de vous réentendre aussi là-dessus. Ça me permet à Guillaume et Romain de redire effectivement que la version Dôme, en fait, il y avait aussi cette notion de se laisser de la place. Les uns les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est adapté au travail de Guillaume, au travail de Romain. Romain s'est adapté à notre... On a un peu tout défait pour ensuite laisser de la place à l'ensemble, aussi à l'image, parce que ce que tu dis aussi, c'est que bon, effectivement, le dôme, il y a une limite. C'est-à-dire que voilà, physique, c'est la circonférence du dôme. Le son, finalement, comme on l'a plutôt bien... Enfin, il a été quand même très bien, parce qu'il y avait le travail de voix aussi de Sarah. Je trouve qu'il a été quand même super bien traité. Voilà, mais c'est effectivement, on a l'impression d'avoir parfois des choses qu'on entend beaucoup. Et donc, tout ça, on a dû effectivement adapter le travail de théâtre, aussi pour laisser parfois le spectateur lever les yeux vers l'image, parfois revenir sur sur les comédiens. Donc voilà, faire aussi ces allers-retours. Et aussi, en termes de voix, en fait, on a, comme on disait Romain, on a refait le début, mais ce qui nous permettait aussi de répartir en fait les voix pour que chaque spectateur puisse entendre quelque chose. Pas forcément la même chose, mais quelque chose. Et dernière chose, je trouve que c'est intéressant ce que tu disais, Guillaume, parce que c'est un truc qui m'importe aussi. C'est parfois on a l'impression que le théâtre, effectivement, ne peut pas... Enfin, il y a une limite, en fait, du théâtre. Et je trouve que là... l'avantage du théâtre, c'est qu'effectivement, on est avec les spectateurs au cinéma, on n'a pas le dialogue avec les acteurs. On voit le film, on a une histoire intérieure, on a des émotions. Mais là, l'idée, c'était vraiment de sortir le spectateur de juste sa position d'observateur pour qu'il puisse même se déplacer s'il a envie. Après, l'image étant tellement belle, tellement prenante, finalement, dans cette version-là, avec le dôme, c'était plus des allers-retours d'émerveillement et de retour sur les acteurs. C'était déjà suffisant, plus que d'autres formats où on a fait sans le dôme, où là, les spectateurs venaient danser, etc. Il y a eu quand même quelques personnes. Mais là, ouais, l'enjeu, c'était vraiment de laisser de la place à l'image et de co-construire comme ça l'ensemble pour que ça se tienne effectivement dans le rythme. Donc, en tout cas, merci pour vos explications sur la façon dont Mm. vous avez créé ensemble, voilà, donc dans un trio inédit, enfin un trio, non, en fait, c'est plus qu'un trio, on le rappelle, il y a aussi voilà, Katmak et tout le 12. collectif, voilà, 12 personnes dans un espace restreint, en 2 semaines, avec 2 œuvres à créer. Franchement, c'est une masterclass voilà, de défi créatif, hein, ce petit webinaire. Et on vous avait rajouté un défi supplémentaire dans tout ça. C'était d'aller un petit peu à la rencontre des habitants, des étudiants en art de Metz. Alors pourquoi? Parce que voilà, à Metz, l'éducation artistique et culturelle, donc de tous, finalement de 0 à 100 ans, ou en tout cas du berceau jusqu'au plus tard possible, voilà, c'est une priorité de notre municipalité. Donc la ville était déjà très engagée dans l'éducation artistique, puisque depuis 15 ans, on mène chaque année des résidences d'artistes en milieu scolaire. Donc, il y a 20 compagnies dans différents champs, musique, théâtre, danse, arts plastiques, etc., qui chaque année vont intervenir dans les écoles primaires et maternelles en résidence. Et c'est cet axe-là, plus le dynamisme aussi de la Cité musicale Metz, du Centre Pompidou-Metz, qui font énormément en éducation artistique et culturelle. Et là, je cite que nos institutions les plus connues, mais voilà, on pourrait aussi citer les différents espaces muséaux, théâtraux que nous avons à Metz. Voilà, on vit vraiment autour d'un objectif commun, c'est le 100% éducation artistique et culturelle. Donc permettre à chacun
quel que soit son âge, sa situation, son quartier, d'avoir accès à, à une œuvre. Donc ça, c'est le premier pilier de l'éducation artistique en France, c'est avoir accès à voir des œuvres, spectacles, expos, voilà. Le deuxième pilier, c'est vraiment la rencontre avec les artistes. Et le troisième pilier de l'éducation artistique, qu'on essaye aussi de mettre en œuvre à Metz, c'est la pratique. Inviter le public en fait à pratiquer. Et voilà, pas seulement être finalement, recevoir des émotions et des messages très forts qui viennent des œuvres, mais finalement s'approprier aussi une démarche artistique et être capable de créer, de s'exprimer ou au moins de réfléchir aussi à une thématique. Et donc à Metz, c'est un sujet voilà, qu'on porte à la fois dans nos écoles, dans nos différentes institutions et même à un niveau international. On a, dans le cadre aussi du réseau des villes créatives UNESCO, dont Metz fait partie, nous avons accueilli en 2023 les rencontres internationales de l'éducation artistique et culturelle. Et surtout, Metz a impulsé et coordonne aujourd'hui un projet financé par l'Union européenne. Le projet s'appelle GRACE, comme Greater Region Artistic and Cultural Education. La grande région, donc c'est le territoire dont fait partie Metz, mais qui couvre aussi les régions voisines, donc la Wallonie en Belgique, le Luxembourg et les Länder de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat. Donc en fait, Metz est allié avec 25 partenaires qui sont présents dans la grande région pour créer un collectif voilà, de professionnels engagés et puis s'engager ensemble dans un plan d'action pour généraliser l'éducation artistique à tous les habitants de la grande région, en particulier, donc on le voit ici, dans le champ des arts numériques et du spectacle vivant. Et le projet Blackout Une Variation voilà, était à la frontière entre ces deux thématiques. Les 25 partenaires, en fait, donc, alors, voilà, sont actifs avec nous, mais certains, voilà, puisque en fait, Blackout Une Variation, la ville de Metz avait sélectionné ce projet-là, mais à l'issue d'un appel à projet. Et parmi les membres du jury, voilà, figuraient un certain nombre de nos partenaires, comme le Théâtre de Liège, l'Université de Liège, les Rotondes, et surtout donc Blida, un tiers-lieu qui est basé à Metz aussi et qui a accueilli votre résidence. Voilà. Et donc, dans les activités du projet GRACE, donc on veut effectivement l'éducation artistique et culturelle va voilà, avec un certain nombre de conférences, d'expositions, de festivals, de spectacles, d'ateliers, qui sont des occasions de rencontrer les artistes à Metz, à Forbach, à Sarrebruck, à Liège, à Luxembourg. Et donc, c'est un projet qui s'adresse évidemment aux habitants, mais aussi et surtout aux artistes et aux professionnels de la culture et de l'éducation, donc que nous accueillons en résidence, comme nous l'avons fait effectivement pour ce projet, que nous valorisons dans les webinaires comme nous le faisons aujourd'hui, et puis donc le centre de ressources en ligne, donc qui se trouve sur le site interreg-grace.eu. Voilà, et donc à la genèse effectivement aussi du projet dont on parle aujourd'hui. Donc on a parlé du volet création, mais quand on vous a accueilli à Metz, effectivement, on avait demandé qu'il y ait un volet d'éducation artistique. Et donc du coup, voilà, là, c'est le collectif 804, mais on n'a pas eu le temps de regarder en détail les visages, mais là, il y a des nouveaux visages par rapport aux membres du collectif qu'on connaît habituels. Mais voilà, on y retrouve notamment les étudiants de l'ESAL. Et puis ensuite, sur une prochaine, voilà, sur la photo suivante, on voit des personnes qui sont accueillies à l'Agora. Donc du coup, c'est l'occasion pour moi, voilà, de présenter Antonin Jousse et Alexia Tirelli. Antonin, donc vous êtes professeur à l'ESAL. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis du coup dire aussi qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait que vos étudiants rencontrent aussi les artistes, quelles étaient vos attentes et puis qu'est-ce qui avait été prévu finalement? On va parler de ce qui était prévu, puis après on racontera ce qui s'est passé. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Antonin Jeu. Je suis artiste-chercheur et enseignant effectivement à l'ESAL où j'enseigne les arts numériques et génératifs. Donc, effectivement, là, il y a un lien thématique direct avec mes cours. C'est aussi pour ça que c'est moi qui ai été appelée sur ce projet. Alors, l'intérêt, d'ailleurs, on le voit sur cette photo. Il y a quasiment, moi je connais leur visage, c'est plus facile, mais il y a quasiment que des jeunes plasticiens à l'intérieur. Nous, l'intérêt, c'est de travailler, et c'est ce qui m'a plu dans l'idée, de travailler et d'ancrer la question de la pluridisciplinarité qui fait entièrement partie de l'école, puisque notre école a 3 pôles, 2 pôles d'art visuel à Metz et Épinal et un pôle musique et danse qui est aussi à Metz. Donc, en fait, on a déjà ça au cœur de notre école en tant que telle. Et on l'ancre autour de différents workshops, temps de travail. On en a eu plusieurs l'an dernier
également. Mais là, il y a aussi un intérêt de pouvoir ancrer cette pluridisciplinarité dans un cadre professionnel qui les sort et qui décloisonne un peu le système d'enseignement classique, qui les sort de l'école et qui leur fait rencontrer aussi des professionnels qui le font dans un temps de résidence un peu spécifique. Donc, ce qui était attendu là sur ce travail, c'était déjà forcément de rencontrer les artistes en résidence. C'est toujours extrêmement intéressant de rencontrer des pratiques, de rencontrer là des thématiques, de rencontrer des temps forts comme ça et des temps de travail. Mais aussi pour eux de se rendre compte de ce qu'est cette question une fois sortis de l'école, une fois jeunes professionnels, et comment on ancre ça sur un territoire, sur un temps particulier. On n'est pas rentré sur les questions de budget et autres, mais ça, c'est des choses qu'on peut développer avec eux en cours. Mais il y a vraiment cette idée de travailler cette pluridisciplinarité qui fait partie de notre école, mais de la travailler dans des cadres différents et qui les sortent du système de l'enseignement classique. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir rencontrer, même si c'est sur des temps courts, parce que là, c'était une journée, de pouvoir rencontrer des pratiques et d'expérimenter des choses et de rencontrer des artistes qui les portent. Je pense que c'est une vraie richesse pour eux, puisque ça leur apporte d'autres regards que ceux de leurs enseignants auxquels ils sont habitués, avec lesquels ils sont habitués à discuter ou en tout cas à questionner ces différents points. Et le sujet de la transdisciplinarité, Antonin, vous l'aviez déjà travaillé aussi avec vos étudiants, puisqu'en fait, quelques jours ou quelques semaines avant la résidence, moi, j'avais assisté à une restitution absolument formidable au Centre Pompidou-Metz, un travail que vous aviez fait avec vos étudiants, justement. Mais est-ce que vous pourriez le raconter? Parce qu'il était vraiment très chouette, ce projet. Ouais, effectivement, en plus, c'est aussi une des raisons pour laquelle ce projet m'a tout de suite plu et que j'ai voulu emmener les étudiants tout de suite sur ces questions, puisqu'on a travaillé sur un projet qui questionnait la relation entre le corps et les technologies numériques. Et ça a été un travail de workshop sur 3 mois, donc de octobre à février. Ça, c'était 2 semaines, 3 semaines avant qu'on vienne faire ce projet et ce temps de travail. Qui a été restitué au Centre Pompidou et qui demandait à des étudiants en musique et en danse et des étudiants en arts visuels de travailler ensemble sur la question du corps et des technologies. Ce qui a donné effectivement une pièce d'environ 45 minutes, hein, quelque chose comme ça, divisée en 6 actes, si mes souvenirs sont bons, et qui questionnait à chaque acte une relation particulière entre corps et technologie. Donc certains ont travaillé sur la place du smartphone dans les relations. Certains ont travaillé sur le rapport écran, technologie et corps au travail, sur le rapport. On avait une pièce interactive, on pouvait jouer à un jeu vidéo, mais qui manipulait des danseuses en temps réel. Enfin, voilà, des choses de ce type-là. Et qui racontait comme ça sur 45 minutes différents points de vue comme ça sur ce rapport entre technologie et corps. Donc évidemment, c'est pas le thème là de ce travail, mais il y avait une appétence et de ma part et de celle des étudiants de venir voir ce travail en cours et de voir ce que donnait cette proposition sous dôme qui en plus avait cette originalité formelle qui a amené aussi plein de questions. Et ils s'en sont très vite rendus compte une fois dans le dôme. Et donc c'est aussi ça l'intérêt de pouvoir sortir de l'espace de cours et de l'espace d'atelier habituel pour les emmener dans des cas très concrets sur des temps très spécifiques. Et là, je me tourne aussi vers Alexia, puisque bah, voilà, quand nos artistes étaient à Metz, effectivement, nous avons rencontré des étudiants artistes et on a souhaité aussi mobiliser l'Agora. Donc peut-être dire quelques mots aussi de qu'est-ce que c'est l'Agora, parce que c'est vraiment un lieu phare à Metz, c'est très emblématique sur l'éducation artistique et culturelle. Et puis ensuite, effectivement, quelle est votre programmation, votre approche aussi pour ramener l'art aussi auprès de tous au quotidien? Alors bonjour à tous, donc moi je suis Alexia Tirelli, je m'occupe de la coordination de ce lieu qui est l'Agora, qui est un bâtiment de la ville de Metz, qui est situé non pas dans le plein centre, mais dans un des quartiers politiques de la ville, et qui se situe au niveau de Metz-Nord, La Patrotte. C'est un équipement qui est relativement récent, puisqu'il a été inauguré en 2018. Et c'est un lieu qui vit de manière hybride, on peut le dire aussi ici, parce qu'il regroupe l'activité d'une des médiathèques du réseau des médiathèques de la ville de Metz, mais aussi l'activité d'un centre social. C'est une association qui est hébergée à demeure et qui a son activité ici dans
les mêmes espaces que la médiathèque et qui est dans ce grand bloc rouge que vous voyez à l'image aussi un lieu de spectacle puisqu'il dispose aussi d'une salle de spectacle qui, depuis son ouverture, porte une programmation jeune public et famille à destination, on va dire, globalement des 2 ans, 10 ans dans la programmation mensuelle qui est proposée par la ville. Donc c'est ce lieu en fait dans lequel 3 équipes, 3 dynamiques différentes cohabitent au jour le jour. Chacune de ces équipes avec ses missions et son champ d'expertise, que ce soit du côté de la littérature, de la lecture avec la bibliothèque, que du champ social avec le centre social, mais finalement en proposant à des habitants à la fois du quartier, du territoire proche et des environs et de la ville de Metz plus largement et autres, un panel d'activités très très large. Et dans lequel, aujourd'hui aussi, effectivement, comme le disait Élise, la question de l'éducation artistique et culturelle est portée par l'ensemble de la structure. Et donc, pour nous, il y avait effectivement tout un intérêt à pouvoir voilà, être partie prenante de ce projet avec le collectif, puisque c'était une occasion assez unique, en fait, de pouvoir permettre là, en tout cas, dans le groupe constitué pour ce projet spécifiquement, de pouvoir permettre à des habitants du quartier, en fait, une rencontre avec des artistes dans des champs thématiques qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir aborder, dans des pratiques dans lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise ou habitués, mais de se laisser un petit peu porter et accompagner dans de nouvelles expériences. Et donc, c'était un petit peu, voilà, en tout cas, dans une première introduction, ces premiers pas-là qui nous ont fait dire effectivement, il faut y aller. Faut qu'on se lance. Et c'est à partir de là voilà, qu'un groupe s'est formé. Et grandement avec le soutien de l'équipe du centre social, puisque dans le centre social, dans l'équipe, il y a une référente culture, Sabrina Di Pelino, qui ne peut pas être là ce soir, qui s'excuse, mais avec qui on a beaucoup échangé pendant, avant et après le projet, voilà, et qui sera tout à fait d'accord avec ce qu'on se dit ce soir sur le positif et le bienfait de ce projet partagé et observé avec les habitants de son. Et ce qu'on peut dire aussi pour compléter sur la façon dont on avait travaillé ensemble le déroulé des ateliers. Les étudiants de l'ESAL, on leur avait donné rendez-vous directement donc à Blida, là où était installé le dôme, le petit dôme rouge qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Alors à l'Agora, on a travaillé un petit peu différemment. En fait, on n'a pas fait un long atelier de 4 heures. Là, en fait, on a scindé en fait, on a fait en 2 séances. Et la première partie de la séance, c'est vraiment Sabrine et le collectif 804 qui sont allés à l'Agora, qui sont vraiment allés dans le quartier des habitants à leur rencontre pour vraiment un premier atelier. Et puis ensuite, voilà, la deuxième séance, les mêmes habitants ou à peu près, c'était une semaine après, sont allés cette fois-ci à Blida, voilà, sur le terrain de Guillaume, de Romain, de Sabrine. Voilà, il y avait aussi voilà, cette volonté d'aller les chercher, d'aller les amener, voilà. Donc, En tout cas, c'était effectivement une des parties qui était extrêmement importante dans la préparation du projet et la relation avec les habitants. Pour se dire, il y a ces 2 temps d'étape aussi de découverte, d'introduction, de présentation qui peut se faire dans un environnement voilà, qu'ils maîtrisent davantage et dans lequel ils sont plus confortables, puisqu'ils ont l'habitude de venir chaque semaine et très régulièrement dans les murs de l'Agora, pour pouvoir après aller dans des lieux qui leur sont ou nouveaux ou pas, mais en tout cas, de se laisser porter avec plus d'aisance et plus de confort vers un nouvel espace et vers, voilà, encore une fois, des choses qui leur sont peut-être plus distantes sur le papier, mais dans lesquelles ils ont pris confiance par la première rencontre ici. Et en petit retour aussi, ça a vraiment été voilà, ce qui a pu consolider le projet et aussi dans la pratique des activités du centre social, de consolider toujours ces relations de confiance et d'échange humain de prime abord. avec effectivement pas un seul rendez-vous et une expérience forte concentrée sur une journée, mais effectivement, c'est d'abord chez vous. Ensuite, c'était à Blida,
sous le dôme de 8 mètres, voilà, au mois de mars. Et ensuite, voilà, le dôme de 14 mètres, hein, où a été présentée la performance live. Donc, ils avaient des invitations exclusives, effectivement, pour venir voir la performance en famille. Donc, ils sont aussi pu ramener leur famille. Et donc, cette fois-ci, c'était donc sous le dôme qui était place de la Comédie à Metz. Donc, voilà, ils ont vraiment ensuite, ils étaient prêts à suivre Sabrine partout. Partout. Donc, Sabrine, qu'est-ce que tu as fait dans ces ateliers? Et Guillaume et Romain, qu'est-ce que vous leur avez dit? Voilà, pour en tout cas, comment se sont passés ces ateliers? Voilà, quelle relation vous avez, alors Sabrine, parce que je sais qu'à chaque fois les ateliers commençaient, voilà, avec toi et avec le collectif. Voilà, qu'est-ce que tu cherchais aussi à transmettre, à faire vivre peut-être? Je sais pas si tu étais dans une logique tellement d'éduquer, hein, voilà ce que c'est la danse, voilà ce que c'est voilà, mais je crois que tu es plutôt dans une logique de partage. Donc voilà, quels exercices tu donnais? Qu'est-ce que tu attendais? Comment ça se passait? Et puis après, voilà, on pourra demander aussi à Romain et à Guillaume de nous raconter un petit peu comment, qu'est-ce que eux avaient voulu aussi partager. Là, tu veux que je parle des 2 ateliers ou Oui, simplement pour ouais. l'Agora d'abord? Ah, c'est vrai que c'était différent, Parce évidemment. que Alors c'était un peu l'Agora différent d'abord. quand même. Allez, l'Agora d'abord et on revient Ouais, après à Antonin. c'est juste que voilà, Oui, c'est vrai. il y a eu des choses magnifiques dans les 2 groupes et c'est vrai que revoir les photos, c'est super beau. Alors, en fait, justement, je réfléchissais, je me suis dit, souvent, enfin, dans une vie, on va dire, un peu normale, voilà, on va à l'école, on travaille, on a peut-être un peu des choses extra scolaires et encore pas tellement, sauf si on habite à Metz. Mais c'est vrai qu'on a tendance à un peu diviser le corps de l'esprit, enfin, en tout cas de la tête, et voilà, il faut rester assis, et puis quand on sort, c'est pour faire du sport. Et donc, du coup, l'usage du corps est en fait euh, il n'est pas mis au devant, généralement dans une vie classique, quoi. Donc voilà, mon but, c'était pas de dire voilà ce que c'est que la danse, parce que je pense qu'il y a 1001 manières de danser, et que c'est pas ma méthode, c'est pas mon travail, c'était plutôt d'aller encore une fois explorer son intériorité, son intimité en musique, avec des exercices progressifs. L'idée, c'était pas de savoir danser, au contraire, même parfois, parce qu'on peut avoir un peu des habitudes. Là, c'était d'aller chercher l'intimité. Il y avait même une personne là qui est sur la photo de dos qui parlait pas très bien français, mais qui a pu participer quand même. Enfin, là, je vois, il a la main tendue. Voilà, l'idée, c'était d'aller chercher son intériorité, puis ensuite progressivement d'aller vers une expression donc corporelle de groupe. En fait, voilà, donc d'aller explorer ce que c'est que de sentir grâce à la musique, parce que la musique en fait fait énormément. Romain en parlera bien mieux que moi, mais voilà, la musique c'est quelque chose qui passe au-delà de la culture, au-delà de beaucoup de choses en fait, et qui va atteindre je le dis très simplement, mais en tout cas qui va atteindre quelque chose du corps et du cœur beaucoup plus directement. Donc, les exercices étaient des échauffements très simples. Je laissais vraiment la liberté. Je guidais un petit peu à la voix. On va dire c'est un mélange d'ASMR et je sais pas, de format corporel. Et à chaque fois, en fait, même si les exercices, on peut penser qu'ils sont un peu, voilà, un peu les mêmes. Il y en a toujours, j'en ai plein en tête. Et du coup, même des débutants, parce que là, c'était voilà, pas forcément des gens à l'aise avec leur corps, il y a même des gens qui étaient restés assis et ils ont été touchés. Et puis parfois assis, puis revenaient, etc. C'est vraiment explorer la liberté de son corps par la conscience déjà, savoir qu'on a voilà, une main, des peaux, parce on a tendance, malheureusement aujourd'hui, dans nos sociétés, à un peu mettre voilà, le corps de côté. Donc c'était remettre le corps au centre. Et puis ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, comme il y a eu confiance, ils sont venus. Donc il y avait aussi du travail voilà, de texte, d'écriture sur cette question-là. En fait, j'ai pas du tout hésité à leur faire confiance et leur dire ben voilà, on est des êtres humains, on a des questions tous voilà, qui nous tiennent à cœur. Et je leur ai posé la question de ce qu'ils feraient s'il leur restait 1 heure. Puis chacun, on lisait les textes les uns des autres. Donc c'était voilà, on explorait ensemble. C'était une manière
de leur montrer aussi notre méthodologie, de se dire, bon, ben, là, j'ai une intuition, j'y vais. Et voilà. Et ils ont été extraordinaires parce que déjà, ils ont joué le jeu. Et ensuite, ils sont revenus ensuite dans le dôme. Donc, c'est pareil, effectivement, la première fois qu'on y va, là, il y a vraiment... on leur a montré un bout du spectacle, etc. Donc, on a tissé des liens avec ces personnes-là qui sont extraordinaires, qui sont revenues aussi à la toute fin. Donc là, je laisserai les Romain et Guillaume parler effectivement de cet aspect-là du dôme. Mais en tout cas, pour dire juste un petit mot sur la toute fin, pour ceux et celles qui ont pu venir, bah, c'était en fait, on s'est senti suivis aussi. Voilà, même de notre côté, du point de vue du collectif et des équipes d'artistes, bah, c'était... Moi, j'ai trouvé ça super agréable de pouvoir avoir des gens qui suivent, qui voient l'évolution du travail et qui sont enfin, sensibles, ça, on ne peut pas l'imposer, etc. Mais en tout cas, qui ont, à chaque fois, il y avait de plus en plus de compréhension du projet et en tout cas, d'envie de poursuivre. Donc, je leur ai dit, bah, vous continuez, et puis après, voilà. L'idée, c'est que ça se poursuive. Et sous le dôme, alors, effectivement, comment s'est passée la rencontre, Romain, Guillaume? Vous aviez déjà aussi l'habitude d'expliquer votre travail, de répondre à des questions. Alors, jamais de questions bêtes, hein, mais de répondre à des questions bêtes, peut-être. Je peux commencer peut-être. Alors, sous le dôme, en fait, déjà, le fait d'accueillir des personnes sous le dôme, c'est déjà leur présenter un environnement qui est très particulier, de manière générale. Alors, c'est particulier pour le visuel, mais là, je laisserai plutôt Guillaume en parler. C'est particulier aussi pour le son, parce que comme tu le disais tout à l'heure, en fait, rien que l'acoustique du dôme, euh, est extrêmement particulière. Le son ne se comporte pas dans le dôme comme il se comporte dans une salle de la vie de tous les jours. Il y a des endroits où on est en train de parler et la personne qui est en face de nous a du mal à nous comprendre. On peut se trouver à l'autre bout du dôme et puis parler en face d'un mur et en fait la personne qui est à l'autre bout arrive à nous comprendre alors qu'on est en train de chuchoter. C'est vraiment déjà un espace qui est très très particulier. Alors comment nous on l'a vu, en fait, moi je l'ai un peu vu comme un espèce d'atelier ouvert, c'est-à-dire que comme les deux fois où on a accueilli les résidences, enfin comme les deux fois où on a accueilli les ateliers, on les a accueillis en format résidence, c'est-à-dire qu'on était en train de travailler sur de l'écriture, de la spatialisation du son, de l'image. On les a accueillis en gros un peu dans notre espace de travail. Et du coup, l'idée, c'était un petit peu aussi de leur partager nos réflexions, la façon dont on travaillait, pourquoi on faisait tel choix, de leur faire aussi écouter des choses. Alors, on a fait un petit peu différemment quand il s'agissait des étudiants que dans les ateliers grand public, où les étudiants aussi, on leur a montré aussi un petit peu plus des choses de spatialisation. Il y a certains étudiants qui ont pu enregistrer de la voix aussi. Et puis l'écouter à la toute fin sous le dôme pour leur présenter un petit peu les outils avec lesquels on travaille, quelles sont les différentes contraintes qu'on a. Et puis, il y avait quelque chose qui était intéressant aussi pour moi de le présenter, c'était comment on réfléchit aussi en tant que compositeur ou designer sonore quand on est dans un espace comme ça, qu'on travaille avec des artistes comme Sabrine, le collectif 804, Marcos, Guillaume. Justement, comment on fabrique du son, pourquoi on le fabrique aussi, à quoi ça sert. Donc, quand les étudiants, c'était des étudiants qui étaient plutôt axés sur les arts visuels, mais qui seront peut-être amenés à travailler avec des gens qui viennent de la musique, qui viennent du son. Peut-être que eux seront amenés aussi à travailler du son pour certains de leurs projets. Et c'était aussi un petit peu leur donner cette ouverture-là sur euh, notre façon d'appréhender le son et la musique euh, face à un projet pluridisciplinaire. Et toi, Guillaume, comment tu as appréhendé voilà, ta rencontre avec les étudiants de l'ESAL? Qu'est-ce que tu voulais transmettre ou partager ou montrer simplement?
Alors, on va dire les ateliers, ça, à chaque fois, c'est différent en fonction du public, etc. On a envie de tout dire, tout faire partager, beaucoup de choses. Et après, bon, c'est assez. Et là, bah, évidemment, on va dire c'était assez technique, on va dire, parce que étudiant de l'ESAL, en fait, il travaille là-dessus, on va dire, l'art génératif, on va dire, ce gros mot, etc. Donc là, c'était un peu behind the scene, quoi. Leur montrer, OK, oh, comme ça, on fabrique un contenu du visuel 360, immersif, sans couture, on va dire seamless, etc., qui fait un peu disparaître, comment faire disparaître un écran, en fait. Et justement, c'est tout le mapping, la position, on va dire la POV, le point of view, où tu te situes ton point de vue par rapport à cet espace et reprojet. Ouais, c'est un peu entre le mapping et aussi la 3D, on va dire, la création du visuel, etc. Donc, quand j'ai fait l'atelier, Catmac était parti déjà. Oui. Donc, on sait pas. Catmac travaille avec Blender, par exemple, qui est un logiciel, on va dire, généraliste de 3D où on fait des rendus. C'est utilisé, on va dire, dans le cinéma, etc., dans tous les sens. Et moi, j'utilise un logiciel qui est plus, on va dire, programmatif et on va dire pour jouer en live, etc. Il n'y a pas de temps de rendu, etc. Tout se joue sur le moment, quoi, etc. Et donc, c'était assez intéressant aussi de montrer l'hybridation entre ces deux formats. Le format rendu, et justement, c'est là aussi, c'était intéressant entre les deux propositions de spectacle, entre la version courte, qui est, elle, peut-être plus orientée vers le côté 3D généraliste, vraiment film, etc. Et le côté live, où là, vraiment, on a réussi à un peu entreapercevoir le côté interactif avec l'audio, le public, le moment, etc. Donc, il y avait un peu aussi montré le côté interactif, on va dire live, et le côté aussi plus généraliste, 3D. Et donc, leur montrer un peu des petites bribes de technique ici et là. Et ça a été assez court, hein, on va dire. On va dire 3 heures, comme ça passe. Surtout qu'on le partage avec Romain, donc du coup, c'est très vite. C'est assez succinct, on va dire. C'était quand même assez généraliste. Mais c'était super intéressant, parce que les élèves, en fait, les étudiants en général, des fois, tu les piques sur un truc que tu pensais pas que ça allait autant les intéresser, ou ils allaient autant se passionner pour quelque chose. Donc, c'est assez cool, parce que même à la sortie, après, les retours des étudiants, c'est assez intéressant de voir, ah oui, moi justement l'étudiante qui parlait, qui travaillait sur le théâtre, le corps, etc., qui parlait un peu, donc très intéressée aussi rapport à comment le rapprocher à leur projet d'études, etc. Donc je pense qu'il y a eu des choses intéressantes, on va dire, dans le dialogue, j'espère. Enfin, il y en a quelques-uns en tout cas qui avaient l'air assez intéressés, et je pense qu'ils voulaient en savoir plus. Et avec les autres habitants, alors en fait, on a parlé du groupe de l'Agora, effectivement, il y a eu les étudiants, et puis il y avait eu au mois de juin, quand vous êtes revenus, voilà, pour vraiment finaliser, là, il y a à nouveau eu 2 ateliers. Alors l'un avec un public plutôt familial, souvent des mères avec enfants. Donc l'éducation artistique, ça se fait en famille. Il y avait un papa quand même. Aussi, mais ça peut se faire en famille. Et puis, on avait aussi fait le pari de prendre un groupe de personnes qui sont collègues, en fait, qui travaillent dans la même entreprise, donc une entreprise voilà, très connue à Metz. Et la proposition, ça a été voilà, en team building, enfin voilà, une forme d'action de team building aussi, c'est d'aller faire un atelier artistique et découvrir un petit peu, en quelque sorte, l'envers du décor du festival Constellation, voilà, qui est l'événement phare dont leur entreprise était partenaire aussi. Et du coup, donc là, tu avais vraiment un public très différent, avec des âges différents, avec une connaissance peut-être de l'art numérique qui était vraiment très, très maigre. Et là, finalement, comment s'est passée cette rencontre? Qu'est-ce que tu avais un peu envie de leur transmettre, en fait, ou de leur expliquer? Le Guillaume et tu, Romain, ouais. Ah oui, on se Peut-être demandait, parce que là, Guillaume, c'était. comme il était lancé. Oui, je sais pas. En fait, j'avais pas vraiment. C'était un peu la même chose pour moi. J'étais pas au courant du public avant qu'il rentre dans la salle. Enfin, si, non, tu m'avais dit un peu avant. Un Mais on peu. va dire, c'est plus ou moins pareil. Alors, c'est peut-être un peu technique, en essayant d'être un peu moins technique, on va dire, que pour les étudiants de les salles. Donc là, c'est plus un rapport assez, on va dire, presque
plus sentimental, ou plus vraiment, enfin, je veux dire, c'est moins technique et plus sur le. Parce que c'est un peu l'histoire. magique. Je veux dire, pour les gens qui voient un truc comme ça, il y a plein de choses où ils ne se rendent pas compte de toute la technicité, de tout le travail qu'il y a derrière. Tout est magique, ça fonctionne, c'est incroyable. Wow, regarde, ça bouge, c'est magique. Les enfants, pareil. Alors, les très petits, c'est assez marrant parce que les petits aussi, il y a une sorte de. C'est complètement différent. De se dire les âges, le rapport à qu'est-ce que voit je sais pas, un petit bonhomme et un vieux. Du coup, ça n'a rien à voir. Et du coup, tu dis, ah, donc du coup, peut-être le côté plus coloré, plus et après, le texte, par exemple. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de texte. Et peut-être les enfants, le texte, ils en prennent des. En fait, ils ne le comprennent pas comme toi, comme les parents vont comprendre. Mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Et aussi, c'est l'avantage de l'audiovisuel. C'est que le visuel permet aussi de s'évader un peu et de te laisser divaguer à tout. T'accroches une idée et hop, tu vas peut-être la. Et ça c'est assez ouvert. Ça permet de rendre la chose moins, tu sais, linéaire. On va dire que le texte est le texte. Mais non, le texte peut justement amène, et avec les lumières et avec amène aussi, te permet de t'évader, de rêver ou de penser à d'autres choses. En fait, tu n'aurais peut-être pas forcément imaginé en fait, l'idée d'avoir un truc un peu ouvert quand même aussi. Aussi, l'espace fait ça. Donc, c'est ouvert, inclusif. Et, et en fait, chacun un peu ça. Même si chacun, on va dire, tu comprends l'essence, chacun c'est une essence, mais chacun va ramener chez lui, je ne sais pas, une expérience complètement différente, je pense. Il n'y a rien à voir avec l'atelier. Si, si, j'appelais l'atelier. Et voilà, je pense que. En fait, c'était très différent entre chaque atelier, hein, chaque public, même les performances qu'on a faites, chaque fois, c'était rien à voir, en fait. Donc, le public est vraiment important aussi. Tu vois la force du public et ce que le public apporte aussi à une performance comme ça. Et c'est hyper important. Tu te rends compte que, du coup, et c'est bizarre parce que c'est pas palpable, c'est quelque chose qui est dans l'air, c'est une sorte de. Tu vois, c'est comme tu vas à un concert, il y a quelque chose, il y a des ambiances, en fait, et des choses qui se passent. Et toi, que tu essayes je sais pas, tu surfes avec, etc. Et c'est vrai que chaque présentation, chaque atelier était complètement différent. En fait, c'est vrai que c'était un peu une forme de porte ouverte, du dôme, mais voilà, on n'a pas distribué de support, voilà, c'était effectivement plus, sous forme de discussion ou d'exercices, en musique, donc des musiques, très entraînantes ou très poignantes, enfin voilà, qui laissaient jamais indifférente, hein, dans celle que tu avais, choisie, Sabrine. Et du coup, ben voilà, je me tourne à nouveau vers, Alexia d'abord. Voilà, toi, à l'Agora, donc avec, Sabrina, hein, qui a suivi aussi ce groupe et qui a organisé, heu, quel bilan, voilà, quel retour vous avez eu, des personnes qui ont participé à l'atelier? Quel bilan tu en fais, y compris peut-être sur l'intérêt de ce dispositif qui voulait aussi introduire un petit peu les arts numériques? C'est-à-dire, bon voilà, le festival Constellation de Metz, ça fait, déjà donc 8, je crois que c'est sa 8e édition, de l'art numérique. On en voit tous les ans à Metz, possiblement dans le centre-ville. Il y a plus d'1 million de visiteurs, donc voilà, on en voit et en même temps, ça peut paraître encore assez loin. Donc voilà, est-ce que l'atelier que les gens ont vécu, voilà, qu'est-ce qu'ils en ont vécu? Est-ce que ça les a un petit peu rapprochés de ce que peut être l'art numérique ou le bilan est ailleurs? Tu me dis. Alors en termes de bilan, à l'échelle du groupe qui a participé pour nous et pour Sabrina, donc qui a beaucoup échangé avec eux, on peut dire qu'il est vraiment extrêmement positif et ça rejoint ce que disait Sabrine où tu disais, voilà, on avait l'impression d'être suivis, qu'ils étaient là une première fois, une deuxième fois, ils sont revenus effectivement, pour, la présentation publique, l'inauguration, et eux l'ont vraiment ressenti en ce sens-là aussi. En fait, ils se sont sentis accueillis à chaque fois, heu, je ne sais pas si reconnu est le bon mot à chaque fois, mais en tout cas accueillis, en se disant: «Bah, voilà, le collectif se souvenait d'eux». C'était, un bonjour extrêmement bienveillant, lorsqu'ils sont arrivés, en juin aussi avec leur famille justement pour assister à la présentation. Donc cet échange humain et cette relation humaine, ils l'ont senti dès le début et elle a vraiment été assez forte, à leur échelle.
En termes de poursuite sur la découverte du numérique, je pense qu'effectivement, c'était un beau moyen d'introduction pour certains d'entre eux, dans le sens où ça s'est fait par petites touches et de manière progressive, sans que ce soit une immersion assez frontale dès le début, mais avec un temps d'atelier, d'échange et de voir comment se construisaient les choses, de voir les coulisses, en fait. Ça a un petit peu aussi accompagné pardon, leur découverte, peut-être décristalliser certaines questions qu'ils pouvaient se poser ou ne pas se sentir confortables, même si ça donnait peut-être pas toutes les réponses techniques derrière, mais en tout cas de comprendre un mécanisme. Et aussi, ce qu'on a pu constater, donc ma collègue Sabrina me disait que ça faisait plusieurs années qu'elle proposait une sortie à Constellation à des habitants du quartier, à des groupes d'adhérents, que c'était pas toujours une sortie qui était suivie ou qu'elle pouvait mener à terme sur la question du parcours numérique. Alors pour un tas de facteurs différents, hein, pas forcément que liés au numérique, mais cette année, pour les personnes qui ont participé à l'atelier, il y en a quelques-unes qui sont revenues même après la présentation collective et qui sont revenues durant l'été, voir la forme courte aussi de 10 minutes et qui ont poursuivi elles aussi l'expérience au-delà du temps d'atelier. Donc, ce qui est aussi extrêmement positif parce que c'est encore une porte ouverte vers la pratique, vers le festival Constellation et vers une appropriation petite touche par petite touche d'événements aussi pour eux, dans lesquels ils se sentent maintenant peut-être un peu plus connaisseurs et alertes pour pouvoir y aller spontanément. Et en plus de s'approprier d'autres quartiers de la ville, parce qu'effectivement, l'Agora n'est pas du tout situé. Alors, c'est pas un quartier qui est très loin Oui, du centre-ville où se passe Constellation, mais effectivement, il y a quand même une démarche à avoir de prendre les transports en commun ou sa voiture. Et enfin voilà, donc voilà, ça leur permet d'explorer aussi enfin Metz dans d'autres quartiers, dans d'autres heures de la journée que celles voilà, habituelles. oui, et sur des événements denses dans lesquels, voilà, peut-être que spontanément, il n'y allait pas. Et la découverte de Blida, cette étape-là aussi, ça a aussi été intéressant. Quand on parle de circulation là, dans d'autres espaces, dans d'autres lieux, c'est peut-être pas forcément à Blida auquel ils auraient pensé spontanément. Et puis après avoir découvert le lieu, ils se sont dit, ah, bah, il y a tout ça là-bas, pourquoi pas y retourner? Donc voilà, c'est aussi des moyens d'accompagner des projets à travers un fil conducteur qui est très ouvert. Donc merci à Sabrine et au collectif 804 qui est Bon, allé merci. vraiment les chercher et les ramener. Merci à la société de transport aussi. Et Antonin, du coup, le bilan aussi pour les étudiants. Donc, une étudiante, en tout cas, avait déjà l'inspiration, mais alors a été confortée dans son envie de transdisciplinarité. Ça t'en a parlé tout à l'heure. Voilà, et aussi, est-ce qu'il y a eu d'autres effets intéressants à nous raconter ici? C'est vrai que sont dans un autre cadre parce qu'ils connaissent déjà des formes, on les acculture forcément à toutes ces questions. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que ça les sort peut-être d'un certain confort. Alors notamment dans l'introduction de Sabrine, puisqu'il y avait deux danseuses quand même dans le groupe, mais tout le reste venait des arts visuels. Donc forcément, quand on leur demande de commencer la journée par travailler le corps, d'ailleurs c'était un peu une volonté de le faire à dessein, mais du coup ça les motive à aller plus loin, chercher d'autres possibilités. Donc ça c'est intéressant parce que ça les oblige vraiment à aller réfléchir un peu autrement qu'avec les méthodes auxquelles ils sont habitués. Ça leur ramène, ce que je disais tout à l'heure, ça les amène quand même dans une forme de professionnalisation, dans le sens où ça les ancre aussi dans une manière de travailler qui les sort de l'atelier auquel ils sont confrontés habituellement. Moi, je trouve que ça a amené deux effets, là, pour le coup, qui sont assez mesurables. Le premier, c'est que ça amène aussi d'autres envies de tester des formes. Beaucoup, j'en parlais tout à l'heure pour la question effectivement du lien entre scène, art visuel ou d'autres réflexions, mais ça amène à se dire qu'il y a d'autres formes possibles et qui sont expérimentables là dans un temps particulier d'une journée. Et ça a des effets sur les étudiants qu'on mesure sur une année, 2 années, et des envies qui se développent par la suite. Beaucoup m'ont demandé de la 3D, par exemple, après, est-ce qu'on peut se former en 3D? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, et cetera? Donc il y a des ateliers qui ensuite se développent parce qu'il y a eu un temps de workshop à un moment, il y a des questions qui sont développées.
Il y a eu un autre partenariat qui s'est fait après dans le cadre de diplôme où en fait des plasticiens sont allés chercher des danseurs et des musiciens pour aller faire des projets ensemble dans le cadre de leur diplôme parce que ils avaient vu que finalement ça marchait et que ça amenait d'autres formes et d'autres dialogues possibles. Et donc là, il y a des choses qui se croisent et qui, au-delà du temps de rencontre, amènent d'autres possibilités. L'autre question, mais ça c'est peut-être moi qui me la pose et je ne sais pas si ça les concerne très directement, mais c'est plutôt comment ancrer ces temps de workshop sur des temps plus longs pédagogiques. C'est vrai que c'est pas toujours évident puisque c'est des temps plus courts qui sont rattachés à des thématiques d'atelier, mais on n'a pas toujours le temps de préparer en amont totalement toutes les thématiques. Donc on le fait des fois après, mais il y a quelque chose comme ça à ancrer sur le temps long. Quand je dis temps long, c'est même plusieurs années, d'avoir ces moments hyper enrichissants comme ça de dialogue avec des artistes en travail et une pédagogie qui s'inscrit au sein de nos ateliers là sur le reste de l'année. Et c'est ça qui doit se croiser, qui doit se creuser, mais qui se fait sur un temps plus long que les étudiants voient peut-être moins dans un premier temps. Mais effectivement, ils étaient extrêmement positifs à la sortie de cet atelier. Ils avaient vu plein de choses, y compris effectivement tous les points techniques, parce que comme ils sont habitués, on peut prendre le temps de discuter un peu technique avec eux, c'est plutôt intéressant. Et donc ça a été une vraie force pour eux. Et du coup, donc, l'heure avance, donc peut-être pour approcher de la conclusion. Bon, évidemment, on est très positif, parce que voilà, comme j'avais aussi coordonné la résidence, etc., globale, donc je partage le bilan positif. Est-ce qu'on peut y apporter des nuances? Est-ce que voilà, il y a des points avec le recul qu'on aurait pu améliorer, ou si on refait des projets comme ça qu'on va améliorer, ou des points de vigilance qu'on peut donner à d'autres organisateurs de résidences de création et d'éducation artistique? Voilà, ce serait peut-être un petit peu cette question que je voudrais poser un peu à tous, en fait. Voilà, Sabrine, qu'on n'a pas entendue depuis un petit bout de temps. Voilà, Romain, Guillaume, ou Alexia et Antonin. Voilà, si on devait le refaire maintenant, encore mieux, qu'est-ce qu'on améliorerait pour que ce soit encore mieux, quoi? Des ateliers sur l'année à voir. Il en faut plus, voilà. Plus, non, c'est vrai que, non, mais je rejoins aussi Antonin là-dessus. C'est vrai que, ouais, un suivi, en tout cas, ce qui s'est passé à l'Agora, c'est intéressant, quoi, d'avoir une espèce de rebond, d'aller-retour et tout. Je trouve que ça fonctionne bien. Et puis, j'allais dire point de vigilance, peut-être, parce que moi, je trouve que ça a quand même très bien fonctionné. Tous les publics sont différents, donc en fait, au contraire, faut continuer d'ouvrir à plein de publics, je pense. Et puis vraiment que ça vienne d'une envie, d'une curiosité, que les personnes aient envie de venir, ou voilà, qu'elles sachent pas trop, que ce soit aussi dans un groupe. Mais ce que je trouvais intéressant, là où ça fonctionnait bien, c'est quand même par exemple avec les collègues, en fait, ils se connaissaient, mais ils ne se connaissaient pas vraiment. Donc, quand les gens se connaissent, mais pas forcément dans un lien très fort, Intimement. en fait, ça permet de plus facilement casser, ou en tout cas éviter les comportements dits sociaux, c'est-à-dire de ne pas oser faire quelque chose ou correspondre à quelque chose. Donc, je trouve que ça fonctionnait bien quand, et en même temps, ouais, les étudiants aussi se connaissaient, ils ont quand même aussi joué le jeu. C'est vrai que les enfants plus parents, parfois il y avait certains enfants qui regardaient les parents, ou qui ne savaient pas forcément s'ils avaient le droit d'eux. Donc je me suis dit, oui, peut-être à cet endroit-là, alors c'est à nous aussi sans doute d'adapter encore mieux. On va faire une salle enfant. Oui, Voilà, ou que mais les enfants soient pas pris dans un conflit de loyauté, effectivement, entre je suis venue avec ma mère, mais il y a une autre femme qui me parle, en fait, qui je dois écouter. c'est ça, il y a un petit peu ça, mais alors du coup, peut-être ça peut être aussi dans le temps, peut-être un peu Mm. plus, peut-être que dans ces formats-là, voilà, faut avoir un peu plus de temps. Mais non, sinon, je trouve qu'au contraire, c'était super d'avoir des publics différents. Mm. Mm. Et Romain et Guillaume, et ça pourrait être aussi votre dernier mot dans ce webinaire.
Bon, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait Alors, je sais encore pas mieux? qui veut parler. Bah, tout. Non, bah, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Non, mais je veux dire, on peut toujours faire mieux. Mais après, c'est vrai que c'était quand même pas mal de travail. En fait, les deux pièces, je pense qu'on s'est pas rendu compte au début que peut-être c'était assez simple parce que c'était déjà fait. Et en fait, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Peut-être un peu trop pour nous. En plus, après, avec les ateliers, les présentations, etc., Ouais. c'est vrai qu'on était un peu, des fois, un peu, tu vois, on n'avait pas forcément toute la tête à peut-être. Donc, c'était un peu, des fois, il fallait un peu jongler avec Mm. notre planning, notre temps de Ouais. résidence. Donc, ça, c'était peut-être un peu tendu, les temps de workshop, Oui, d'atelier et de travail. Du coup, c'était un peu. Après, bon, ça, on s'est tous sortis, hein, ça va, on est vivants tous encore. mm. Mais c'est vrai que ça pourrait être un peu plus léger, on va dire. C'est bien de faire un atelier, alors peut-être moins d'ateliers, ou je sais pas, moins de trucs, prendre une journée, il y a machin, avant, après, je sais pas, ou peut-être. Pendant, après, c'est intéressant, Ouais. comme disait Romain, de montrer pendant la résidence. C'est-à-dire sur ton lieu de travail, les gens viennent, ils doivent travailler, donc ça, c'est le côté intéressant. Mm. Mais après, bon, toi, tu n'avances pas, quoi. Donc, Ouais, bien balisé en voilà, tout cas quand c'est c'est une juste résidence de création. t'as Ouais. envie de donner, t'as envie de partager, mais c'est vrai qu'après, Ouais. En fait, aussi, en tant faut qu'artiste, il faut créer deux garder ses pièces, faut créer deux objectifs. pièces, du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, voilà. Ouais. Blida, très bel accueil, excellent. On La leur ville de dira. Metz, Constellation, ça a toujours, très bel accueil aussi, donc tu vois, Mm. grâce. Bon. Bah, merci. Romain? Romain Je aussi pense que peut-être. j'ai Ouais. un peu les mêmes retours que Guillaume, du coup. C'est que effectivement en gros, quand on vient pendant une semaine ou 10 jours de résidence, c'est des temps qui sont courts, qui sont très très intenses. On a passé des journées qui étaient bien complètes. Donc, c'était un peu dur de temps en, enfin, des fois d'avoir du temps de bien, on va dire, préparer les ateliers, accueillir les participants aussi Mm. comme on aurait voulu, c'est-à-dire encore mieux. Mais voilà, effectivement, on s'en est tous sortis. Et donc, voilà, c'est peut-être des moments qu'il faudrait qu'on ménage autrement, on va dire. Mm. Ou en Mais tout sinon, effectivement, cas, c'était super. oui, quand on organise un temps de résidence, en effet, entre les organisateurs de la résidence, donc Ville de Metz, à ce qu'on était, et puis effectivement le travail planifié pour les artistes, c'est vrai que c'était comme une résidence de création dans laquelle, quelque part, on donnerait le sentiment d'enlever presque des demi-journées pour aller faire de l'éducation artistique. Or, effectivement, c'est peut-être un conseil pour la suite, c'est de bien réaffirmer quand voilà, qu'il y a la création et l'éducation artistique dans des proportions effectivement à voir et voilà, vous étiez, là aussi avec un objectif de création extrêmement, important, qu'on avait peut-être presque tous sous-estimé aussi au début, et un axe d'éducation artistique où on peut se dire: «Oui, en fait, ce sera, une journée, la deuxième semaine de résidence» et en fait, cette deuxième journée, bah, elle arrive très vite, et en fait, c'est pas que le temps qu'on passe avec les gens qui prend du temps, c'est aussi effectivement le temps d'y penser avant, voilà, le temps de le préparer donc voilà, en fait, peut-être ce qu'on peut en retenir aussi, c'est que, mettre un projet d'éducation artistique dans un projet de résidence de création, il faut que ce soit bien anticipé, y compris dans le temps qu'on va donner aux artistes, dans la rémunération qui va correspondre, aussi et puis, peut-être, c'est une recommandation que je porte aussi, hein, pour synthétiser, un peu tout, mais, heu, pas estimer qu'un projet d'éducation artistique, c'est juste un atelier comme ça, qui est gratuit avec des artistes sympas et très motivés. Alors certes, c'est des conditions clés de succès, mais qui est bien cette logique de parcours, voilà, où les gens puissent découvrir des personnes bien sûr, mais différents lieux et des œuvres. Donc voilà et ça se prépare et l'appui aussi de personnes ressources comme vous avez été Antonin et Alexia et Sabrina aussi, hein, pour être vraiment relais avec les publics, particuliers. C'est intéressant. À noter aussi, voilà,
dans les pistes d'amélioration aussi. Dans les ateliers, donc là, on en a organisé donc celui avec l'Agora, celui avec les Halles, l'atelier avec voilà, le public de professionnels, l'atelier familial. Une déception, c'est qu'en fait, à la base, on voulait faire vraiment 2 ateliers pour tous les publics. Il aurait dû y avoir 2 ateliers familiaux. Et en fait, voilà, il y a un atelier où il n'y avait pas assez d'inscrits, donc on a dû annuler. Donc à la fois, ouf, vous avez regagné une après-midi quand même un petit peu de création. Mais voilà, il y avait quand même un défi aussi d'intéresser le public, alors que pourtant, voilà, la communication sur ces ateliers avait été assez importante sur les réseaux sociaux avant, voilà, sur le papier, etc. Donc, comment voilà, attirer aussi les familles, le grand public, c'est un enjeu bon, qui ne repose pas sur vous les artistes, mais qui est plutôt peut-être sur nous en tant qu'organisateurs, voilà, d'arriver à attirer. Peut-être c'est une question de moment, peut-être c'est une question de sujet. Donc voilà, si je pouvais partager aussi en tant que coordinatrice de tout ce projet mes pistes d'amélioration. En tout cas, je voudrais vous remercier d'avoir partagé votre expérience. C'était un plaisir aussi de revenir sur bah voilà, ces moments qu'on a passés ensemble, qui étaient effectivement très intenses, très joyeux, très humains, vraiment très collectifs, quoi. Donc voilà, on avait là un peu l'impression de bien faire partie des 804 du collectif. Donc voilà, merci encore à tous. Et voilà, on va clore ce webinaire et vous souhaiter en tout cas une bonne continuation. Alors voilà, et je remets aussi les liens vers nos sites internet ou nos présences web respectives, voilà, pour ceux qui ont envie de suivre le travail de nos différents artistes qui étaient avec nous ce soir. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. beaucoup. Merci beaucoup Merci. pour votre tous, accueil. merci à tous. Merci encore. Et puis à l'année prochaine. Merci. Une installation, j'espère. si vous voulez regarder.